Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Vous êtes sur Public Sénat et sur Sud Radio. Bonjour François Calfon. Bonjour. Vous êtes conseiller régional du Parti Socialiste, administrateur du syndicat des transports d'Île-de-France. Ça tombe bien de vous avoir sur ce plateau ce matin. Et vous êtes porte-parole d'Arnaud Montebourg. Bravo, merci pour vous interroger. Aujourd'hui, Louis Morin de Sud Radio et Bonjour Oriane Cyril. Mancini Bonjour de Public Sénat. Je voulais vous faire dire que vous seriez son futur directeur de campagne, mais officiellement, il ne l'a toujours pas démarré et il n'est pas candidat. François Calfon, Manuel Valls, hier, nous voulons donner une belle vitrine de la France. C'est la déclaration du Premier ministre. Est-ce que, comme comme lui, vous appelez à une trêve ? Et est-ce que ça démarre pas mal, au fond, un RER sur 3 pour acheminer les gens au Stade de France ce soir, ça démarre quand même moyen. Il faut être très simple, il faut que le travail reprenne. Voilà, à la fois, moi j'ai marqué mon opposition à la loi travail. Je pense qu'il y a toujours un problème avec l'article 2. Et je pense que les problèmes de la SNCF ne sont pas liés. La deuxième chose, parce que c'est bien l'inconscient de Manuel Valls parle, on peut toujours essayer de faire en sorte que la vitrine soit belle, mais quand l'arrière du magasin est en désordre complet, il y a juste une difficulté. Et c'est le travail du Premier ministre. Quand j'entends que l'autre jour, je crois hier, il déclare il y a la rue et la démocratie doit passer avant la rue ou quelque chose comme ça, précisément l'utilisation récurrente, répétée et les mouvements de menton autoritaires du 49.3 n'est pas de nature à calmer les choses. On sait très bien ce qu'il faut. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier, sur la question de l'article 2, faire en sorte que, par exemple, le champ des petites entreprises soit exclu. Ou faire en sorte, par exemple, puisqu'on sait que c'est le problème principal, et c'est ce qui crispe les gens. Moi, hier, j'étais dans un supermarché, j'ai discuté avec des salariés et qui ne se font pas payer leurs heures supplémentaires. Ce qui crispe les gens, c'est que cet article 2 puisse s'appliquer pour qu'on paye les heures supplémentaires simplement 10% de plus qu'une heure normale, sous la contrainte. Et c'est ça qui crée la difficulté. C'est quand même pas difficile de le comprendre, à moins qu'on n'ait pas envie d'entendre. Donc vous appelez clairement le gouvernement à revenir sur l'article 2 ? Bien sûr, c'est la porte de sortie, identifiée par tout le monde, et qui peut même être distinctive si on souhaite qu'il y ait des accords d'entreprise, comme le souhaite la CFDT. Ça peut porter sur beaucoup de champs, mais pas sur la question de la fixation du taux des heures supplémentaires. Est-ce que le fait que le dialogue se renoue entre le gouvernement et Philippe Martinez, Philippe Martinez qui rencontrera Myriam El Khomri vendredi prochain, pour vous, ça ouvre la porte à cette réécriture de l'article 2 ? Il faudrait se presser à le faire, mais je crois que la sagesse doit l'emporter, et c'est sur ce sujet-là que la sagesse doit l'emporter. Parce que je voudrais dire aussi une chose, c'est que dans la loi précédente, qui d'ailleurs n'a fait l'occasion d'aucun mouvement social sur le dialogue social, il y avait l'ouverture d'un souhait de la CFDT que je peux partager, c'est-à-dire l'ouverture du dialogue social au sein des petites entreprises par le biais du mandatement. C'est un peu technique, mais ça veut dire que des représentants syndicaux peuvent venir dans une petite entreprise, un peu comme médiateur entre la direction d'entreprise et les salariés, pour ouvrir ce dialogue social dans les très petites entreprises. Il doit y avoir un mouvement qui consiste à encadrer, notamment sur les questions de rémunération, les accords d'entreprise, et un autre mouvement qui consiste à permettre la représentation tout simplement des représentants syndicaux dans les toutes petites entreprises dans lesquelles ils ne sont pas. Sauf que, soyons clairs, François Calfon, si on retire cet article 2, dans la loi, il ne reste pas grand-chose. Mais oui, mais c'est un enfant mal né depuis le départ, depuis, souvenez-vous, c'est ce premier texte, d'ailleurs, que plus aucun socialiste ne revendique, c'est dire à quel point c'était un canard boiteux, qui était simplement l'addition des lobbies. Vous voyez, chaque lobby était venu poser son article et on avait appelé ça une loi sans même concerter la CFDT. Si on s'était pris à l'inverse, ça fait un mois que ça dure cette histoire, c'est-à-dire de commencer à construire avec les partenaires sociaux un point de passage, comme ça avait été fait dans le précédent texte que tout le monde a oublié, mais pas moi, on n'en serait pas là, tout simplement. Oriane Mancini. Vous parliez tout à l'heure du 49.3. Est-ce que vous demandez à Manuel Valls d'y renoncer en seconde lecture ? Évidemment. Moi, je vais même beaucoup plus loin, puisqu'on parlait d'Arnaud Montebourg. Je pense que, sauf en matière budgétaire, autrement c'est le blocage le plus total, c'est un archaïsme, le 49.3. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Dans le monde d'avant Internet, dans le monde d'avant les réseaux sociaux, les gens pensaient que c'était de la technique, ils ne savaient même pas ce que c'était. Maintenant, vous prenez un lycéen mobilisé, une boulangère, bref, le grand public, ils savent ce que c'est et ils le vivent comme une violence. Il faut supprimer ce 49.3, sauf sur les matières budgétaires. Selon Emmanuel Macron, les difficultés de la loi travail viennent du débat sur la déchéance de nationalité. Oui, c'est une manière aussi de passer par pertes et profits. Le fait que cette loi El Khomri aurait pu être appelée la loi Macron 2,
Et si elle ne s'est pas appelée la loi Macron 2, c'est pour des raisons de relations conflictuelles entre le Premier ministre et son ministre de l'économie. Donc, cacher ce sein que je ne saurais voir, eh bien, cacher cette loi et ses raisons que je ne saurais voir, c'est-à-dire son caractère antisocial, qui était largement soutenu par le ministre de l'économie, qui, rien de moins, ça a été supprimé ipso facto, voulait déréglementer les professions artisanales. Peut-être qu'au Sénat, vous l'avez entendu, c'est-à-dire qu'on puisse être coiffeuse sans CAP, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc voilà, on comprend pourquoi il en rend responsable, non pas lui-même, mais j'en fais l'exégèse finalement, mais le président de la République, puisque c'est lui qui a décidé. Voilà. C'est d'ailleurs assez... Il dit que ce débat sur la déchéance a brisé beaucoup de gens à gauche. Vous êtes d'accord avec lui ? Vous savez, il est dans une espèce de... Chevènement disait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et lui, il ouvre sa gueule tous les matins pour régler des problèmes filiaux vis-à-vis du président de la République. Et il n'est pas démissionné. Il y en a d'autres qui, pour beaucoup moins que ça, ont été débarqués du jour au lendemain. Donc voilà, deux poids, deux mesures. Mais après tout, comme c'est le bébé surdoué du social-libéralisme, il a le droit à quelques égards que d'autres n'ont pas eu. Il est de gauche, Emmanuel Macron ? Il faut lui demander, mais pour moi, suivant l'ADN qui est le mien, de la gauche, il est libéral. Il n'est pas de gauche sur la question économique, il n'est pas de gauche sur les questions sociales, c'est très clair. Alors il y en a un qui est de gauche, qui se le revendique, c'est Arnaud Montebourg, dont vous êtes proche. Oui, on peut le dire. Porte-parole. On peut dire cela aussi. S'il y a une campagne électorale, vous vous en occuperez ? Je m'en occuperai de près. Maintenant, il reste à savoir à quelle position dans l'organigramme il y aura. Mais c'est pareil, c'est des questions qui n'intéressent pas beaucoup nos concitoyens. Il sera candidat en tout cas. Écoutez, il est candidat au projet et il est très actif pendant que d'autres font des génuflexions médiatiques. On vient de parler d'un d'entre eux. Il fait des propositions. D'ailleurs, j'ai compris que certaines d'entre elles pouvaient faire trembler et vaciller les murs de cette noble maison. Tous les matins. Tout à l'heure, on a parlé du 49.3 qu'il souhaitait supprimer. On a parlé des jurys citoyens sur un certain nombre de sujets. Et pourquoi pas de la modification du Sénat. Voilà. Alors, Oriane Mancini, bonne transition. Voilà. On va en parler, parce qu'effectivement, il veut une réforme des institutions, Arnaud Montebourg. Et puis alors, parmi ces propositions, il y a le fait que les sénateurs soient tirés au sort. Alors, expliquez-nous. Écoutez, est-ce que le Sénat a vocation à être une deuxième chambre ? Est-ce que le bicamérisme est installé ? C'est une question. Alors, lui, il est beaucoup moins soft que vous. Il ne dit pas deuxième chambre, il dit institution en fin de carrière. Est-ce que selon vous, c'est vraiment une institution en fin de carrière ? Oui, je constate qu'il y a une difficulté, puisqu'on veut faire des choses radicales. On a des navettes qui ne servent à rien, en réalité. Si, ça ne sert qu'une chose, les navettes, à justifier des meetings contre la droite sénatoriale. La pauvre droite sénatoriale dont tout le monde avait, sauf les sénateurs ici, oublié l'existence. Mais plus sérieusement, il faut, une réforme radicale et un changement... Ça veut dire quoi ? Il faut mettre fin au bicamérisme en France, c'est ça ? Ça veut dire que oui, il faut faire du Sénat ce pourquoi il a une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une expérience des collectivités locales qui peuvent avoir une fonction de contrôle de manière très, très nette. D'ailleurs, on voit bien que souvent, au-delà du droite-gauche, il y a une expertise technique des sénateurs sur un certain nombre de sujets. Donc ça veut dire que tirage au sort, fusion avec le CESE, je pense que ce serait une bonne chose, puisque c'est une institution de la République qui nous coûte très cher et qui ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que c'est ? Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental maintenant, où il y a des experts issus de la société civile. D'ailleurs, il y a aussi quelques recyclés, si j'ose dire, des listes d'amis de tel ou tel qui les nomme. Mais bon, passons ça de côté. Sénateurs élus, tirés au sort et membres du CESE feraient une assemblée de contrôle tout à fait efficace. Sauf que ça se contredit, puisque s'ils sont tirés au sort, ils perdent leur expertise que vous venez de citer. Ah ben voilà, vous voyez, quand on décide d'envoyer à perpétuité des gens dans un jury d'assises, on les juge tout à fait compétents. Ça marche en matière judiciaire. Et je vous ferai observer que ce n'est pas pour des matières qui sont finalement en matière pénale pas graves. C'est pour les qualifications les plus graves, puisque le tribunal correctionnel, lui, il est avec des magistrats professionnels, alors que la cour d'assises, elle est avec un jury citoyen. Pourquoi ? Pour des fonctions de contrôle, alors qu'on est capable de décider que tel ou tel irait en prison à vie ou prendrait 20 ans. On déciderait que la volonté générale des citoyens
finalement, serait compétente et experte, et pas pour contrôler l'application de la loi. C'est juste une dernière question hein, sur le Sénat. Quand on parle d'institutions en fin de carrière, est-ce que ce n'est pas un peu cliché? Est-ce que ce n'est pas participer à la décrédibilisation des politiques? Et vous-même, un petit peu immergé dans cette ambiance, je le comprends d'ailleurs, parce que, comme dirait Karl Marx, les conditions d'existence déterminent la conscience. Non, mais sans être immergé, c'est vrai que c'est un petit peu cliché. Tout de suite mettre l'édredon sur les modifications radicales que tous nos citoyens, et on a une plateforme qui s'appelle leprojetfrance.fr, que tous nos citoyens demandent avec force des réformes radicales de la vie politique, des fonctions de contrôle du président de la République radicales, le fait que... Et pour la suppression du pouvoir de nomination du chef de l'État. Mais absolument, parce que vous avez vu quand même qu'il y a le meilleur et parfois le pire en la matière, et que moi, président, en campagne électorale, je dis toujours que je n'userai pas de ce pouvoir de nomination, et puis après, c'est bien pratique de le faire. C'est quoi le pire, François Calfon? Le pire, pardon? C'est quoi le pire? Il y a le meilleur et il y a le pire. Sur le pouvoir de nomination, voilà. Écoutez, regardez un petit peu au Conseil économique et social et environnemental, puisqu'il y a un quota du président de la République. Voilà, je ne vais pas nommer des gens, mais je trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas rayonné par leurs compétences, mais qui ont rayonné par la fréquence de leurs rencontres régulières pour des raisons X ou Y avec le président de la République, par exemple. Du copinage. On peut le dire comme ça. Un thème qui va intéresser les étudiants. Le bac sera-t-il perturbé par la grève? François Calfon, les élèves de terminale le passeront à partir du 15 juin. Alors, moi je suis usager des transports. Il y a des menaces. Le SNALC, le syndicat national des lycées et collèges, en parle. Écoutez, moi je suis usager des transports, j'appelle les cheminots à reprendre le travail, très clairement ce matin, malgré mes positions. Vous êtes un spécialiste de ça, oui, et je pense que franchement, il faut faire preuve d'un peu de solidarité. Et il se trouve que je suis un père de famille et mon fils passe le bac, donc je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, mais même si je ne l'étais pas. Et donc je pense qu'il serait irresponsable de perturber les épreuves du bac. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis profondément attaché au service public. Il ne faudrait pas que les agents du service public oublient que le service public, c'est d'abord le service au public. Service public et donc service minimum dans le service public. La continuité, par exemple, qui a bien fonctionné à la RATP pendant des années. Mais vous savez, il y a un moment donné, elle fonctionne bien, hein, ce qu'on appelle le service minimum à la RATP. Quand vous avez l'accumulation des difficultés sociales et un climat de jacquerie, parce qu'on est dans un climat de jacquerie, parce que quand la politique ne sert plus à résoudre les conflits, on a parlé de l'article 2, eh bien, l'opinion publique, le corps social prend feu. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Donc, moi, j'en ai marre que les uns et les autres, les uns veuillent refaire leur légitimité dans le champ syndical en se montrant plus radical, les autres veulent refaire leur légitimité en politique en se montrant plus dur et plus inflexible. Plus radical. Vous visez la CGT? Vous visez Philippe Martinez? Et les Français le subissent tous les jours. Vous visez la CGT quand vous parlez des syndicalistes qui veulent se montrer plus... À la SNCF, très clairement, il y a une course à l'échalote entre la CGT et Sud. C'est tout à fait évident. Et du côté de la politique, manifestement, il y a une course à l'échalote dans le camp gouvernemental, présidentiel, pour savoir qui aura les quartiers de noblesse, de la dureté. Mais bon, si vous voulez, le côté there is no alternative, pardon pour l'accent de Margaret Thatcher dans la bouche de Monsieur Valls, ça a quelque chose... je pense qu'il s'est trompé de crèmerie. S'il veut faire ça, il faut qu'il le fasse ailleurs, dans le Parti conservateur britannique, et non pas au Parti socialiste. François Calfon, on est le jour du début de l'Euro de foot. Êtes-vous serein pour la sécurité? Alors à la fois dans les fan zones, mais aussi dans les transports en commun. Alors, on n'est pas là pour inquiéter les Français, mais il y a clairement... tous les services de renseignement français, étrangers... disent que la France est ciblée, donc ça n'est pas... Voilà. Qu'il y a maintenant une ampleur du phénomène de la radicalisation qui fait que malgré des moyens extrêmement importants mis sur l'observation et la surveillance, on peut toujours, on le sait, échapper aux mailles du filet. J'ai envie de dire une chose, et regardez, dans des pays qui sont habitués à cela, les attentats pleuvent. J'ai envie de dire une chose, et il faut que notre civisme dans les transports, puisque vous en parliez, fait que tout comportement suspect doit être immédiatement signalé. Le premier contexte de sécurité, c'est nous-mêmes qui pouvons le produire. Donc oui, il y a des difficultés, mais il faut continuer à vivre, et nous allons en supporters participer de cette grande fête. Et je constate que le concert d'hier sur le Champ de Mars a permis la participation et le bonheur de tous ceux qui ont participé. C'est une bonne chose. Alors, la fan zone semble très sécurisée, les stades aussi. Est-ce que selon vous, la sécurité est suffisante dans les transports, notamment en Ile-de-France? La vérité, elle est que... Vous avez présidé la commission transport sous la précédente majorité. Elle est au maximum de ce que nous pouvons produire. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas avoir un filtrage de chaque station de métro comme vous avez un filtrage de la fan zone qui est un lieu clos.
Donc il y a une forme de dimension aléatoire. Il faut souhaiter qu'on puisse arrêter les fauteurs de troubles avant même qu'ils passent à l'acte. Mais le risque zéro en matière de terrorisme n'existe pas. Voilà ce que je peux vous répondre. Sur les valeurs du football qu'elle véhicule aujourd'hui, vous en pensez quoi? Vous êtes d'une autre génération, hein, vous me disiez tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure que moi j'ai connu même France 98, que les moins de 20 ans ont connu mes tout petits. Mais surtout, je pense... business ou valeurs positives aujourd'hui? Il y a deux choses. Il y a que dans les quartiers populaires, le football c'est encore une fête admirable. Hein. Il n'y a pas de sport plus fédérateur dans le monde que le foot. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, dans ces valeurs d'argent et de réussite facile, d'ailleurs véhiculées par certains qui disent les jeunes, ce qu'ils souhaitent, c'est devenir milliardaires. Moi, je pense qu'on peut être heureux sans être milliardaire, je vous le dis, et même heureux en gagnant juste correctement sa vie. Mais c'est d'autres valeurs qui sont véhiculées, c'est-à-dire celle de l'argent roi. On a vu l'affaire Aurier, on voit très très bien quel type de valeurs sont véhiculées par le football, avec une forme de délinquance issue des quartiers qui tournent autour. Mais j'ai envie de dire, on a dit aussi dans l'économie du football, parce que finalement on dénonce toujours les jeunes des quartiers, qu'en matière de transfert, par exemple, il y avait des pays, des économies mafieuses qui se servaient de l'argent du football pour blanchir des activités frauduleuses. Donc vous voyez, malheureusement, c'est de la base au sommet, et je ne veux pas parler d'un des mythes de ma jeunesse qui, bien sûr, s'est effondré, c'est-à-dire le cas de Michel Platini. Merci François Calfon, conseiller régional Parti Socialiste et administrateur du syndicat des transports en Ile-de-France. Vous y teniez. Merci d'avoir été l'invité de notre matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes dans un instant. Merci. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon-Capitale. Bonjour et merci Raphaël d'être avec nous ce matin. Et j'accueille André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse cette matinale d'infos sous forme des meilleurs moments en fin de semaine sur les antennes de TV5 Monde partout dans le monde. Bonjour et merci d'être avec nous. On démarre tout de suite par la phrase de Manuel Valls. Nous voulons une belle vitrine de la France, a dit le Premier ministre hier. Au moment où on parle de réquisition, Raphaël Ruffier-Fossoul, est-ce qu'il peut les prendre, ces réquisitions? Je crois que ça a déjà démarré d'ailleurs à Saint-Étienne. Il y a eu des réquisitions préfectorales à Saint-Étienne sur les ordures. Oui, c'est tout à fait possible. Dans la loi, il suffit qu'un préfet considère que l'ordre public est menacé pour qu'on puisse réquisitionner les fonctionnaires, même les agents privés d'ailleurs, pour rendre ce service. On n'en est pas là aujourd'hui. Il faut que vraiment le service soit paralysé, que l'ordre public soit menacé. Tant que les transports en commun continuent à rouler avec un service minimum, on n'aura pas de réquisition. Moi, la vitrine de la France, ça m'a fait penser à une autre devise dans le foot. On dit que les Bleus, le coq français chante très bien quand il a les deux pieds dans la merde. Et bien là, les conditions sont idéales pour les Bleus. Alors là, je m'adresse à André Crétenant, qui dirige l'information de TV5 Monde. L'image de la France. Oui, alors c'est clair qu'il y a un enjeu pour l'image de la France. Il y a un enjeu aussi, évidemment, pour François Hollande. Moi, je suis pas si pessimiste. Je me dis, voilà, on connaît la France, ça fait partie d'une certaine culture, la culture de la contestation. L'esprit gaulois. L'esprit gaulois. 98 avait commencé par des grèves du transport aérien. En revanche, évidemment, si l'euro est perturbé, si l'organisation doit faire face à des difficultés insurmontables, là je pense que ça serait très embêtant et je pense que là effectivement l'image de la France en souffrirait. Mais si faisons une hypothèse, si la France bat la Roumanie ce soir, je pense que ça va déjà aider un petit peu. À condition que tout le monde puisse accéder ce soir au Stade de France, parce qu'un RER sur 3 pour acheminer les gens, ça démarre quand même assez mal. Oui, je pense qu'il y a quand même la force de la trêve olympique. On la revoit à chaque fois. Regardez le Brésil, la dernière Coupe du Monde, leur équipe a été lamentable. Ils étaient dans une crise sociale et politique extrêmement forte. Et pourtant, tout le monde s'est accordé à dire que la fête a été belle. Je ne crois pas, peut-être que ce soir ce sera perturbé, mais sur la durée du mois, ce sera très compliqué pour les syndicats de maintenir la pression. Mais je pense que c'est le plus difficile, disons, à analyser. C'est-à-dire, quelle est cette force idéologique, cette puissance de la contestation par rapport à, effectivement, la fête du football, ne pas perturber une fête qui est très populaire en fait. Donc là, je pense qu'il y a aussi ça qui doit être pris en compte par les syndicats en ce moment. Alors la question qui monte, c'est est-ce que l'euro peut jouer en faveur de l'exécutif au fond, de la popularité qu'espère récupérer François Hollande et peut-être Manuel Valls
Oui, toujours. On voit que les grands événements sportifs profitent d'une manière générale aux politiques. Voilà, parce qu'il y a un enthousiasme général et en plus si l'équipe nationale gagne évidemment, et voilà, on a tendance à oublier les problèmes du quotidien. Donc ça peut jouer effectivement. Maintenant, on est encore loin de la présidentielle. Je ne crois pas que ce soit décisif pour la suite. Oui, il faudrait déjà qu'il gagne, ce qui est quand même pas assuré. Mais c'est vrai, là encore, on parle du précédent 98. On se souvient que Jospin, même Chirac, d'une certaine manière, avait profité d'un regain de popularité avec la victoire des Bleus. Bon, après, le gouvernement est impopulaire. Il faut remarquer quand même un peu partout dans le monde et un peu partout en Europe que les gouvernements sont impopulaires. On a l'impression que toutes les démocraties, et même au-delà, sont en crise. Donc il y a des dynamiques qui dépassent largement la France quand même. Alors, François Calfon était notre invité ce matin. Il est porte-parole d'Arnaud Montebourg, en attendant d'être peut-être même directeur de campagne si Arnaud Montebourg allait au présidentiel. Est-ce que Arnaud Montebourg va réussir à faire oublier à la gauche de la gauche qu'il a été au fond ministre du redressement productif, André Quatennens? Moi, je pense qu'il est capable de faire oublier plein de choses, d'une part. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les propos de François Calfon, c'est aussi évidemment cette idée de tirer au sort le Sénat avec des citoyens qui feraient un contrôle. J'ai l'impression que ça montre au fond le besoin de contact direct avec les citoyens. Ça montre bien qu'il y a en France un problème avec la notion de démocratie directe. Parce qu'au fond, si on voulait faire parler, si on voulait entendre les citoyens, on pourrait organiser des votations, des référendums. Dans la dimension contrôle, je trouve que c'est très intéressant. Quand on parle par exemple des prêts toxiques, qui sont des aberrations complètes, si on avait eu des citoyens tirés au sort, ils auraient dit non, on ne fait pas ça. Mais au fond, ma question c'était, est-ce qu'on fait de la politique autrement, en ayant été ministre, en ayant cautionné tout un tas de choses, et aujourd'hui en pointant le contraire, quoi. Est-ce qu'il n'est pas lui déjà un peu décalé par rapport à cette envie de faire de la politique autrement qu'il proclame? C'est bien le problème d'Arnaud Montebourg, c'est que son espace politique, il est quand même très restreint. On voit aujourd'hui que Calfon essayait de ménager la chèvre et le chou en disant qu'il faut reprendre le travail, la CGT est un peu jusqu'au-boutiste, le gouvernement est un peu jusqu'au-boutiste. L'espace dans cette campagne électorale, je ne le vois pas, parce que Montebourg est un homme qui a des idées souvent brillantes, qui a des postures souvent très fortes, parfois des impostures aussi, mais en tout cas, il ne se démarque pas par sa capacité à rassembler derrière lui. Et pour faire une campagne présidentielle, il faut quand même être un rassembleur. Alors, un petit mot encore, parce que les conflits sociaux sont dans tous les esprits, sur la rencontre Philippe Martinez, Myriam El Khomri, qui vont se voir. Alors, est-ce que ces deux gauches fondamentalement différentes, au fond, peuvent trouver du dialogue? Question difficile. Évidemment, tout le monde se la pose. Je n'ai pas la réponse. C'est deux visions du syndicalisme, au fond. Oui, bien sûr. On a l'impression, malgré tout, en lisant notamment le communiqué de la CGT, on semble poindre quand même peut-être un accord après le 14. Donc voilà, oui, mais bien sûr, c'est une manière de considérer la gauche de manière très, très différente. Ça, traditionnellement, c'est un peu la lutte des classes ou le rapport de force contre le dialogue social. Ouais. Pourquoi le dialogue social ne marche pas en France ? Parce que dans les comités, dans les entreprises, il n'y a rien à négocier, à part la couleur du papier peint. Ça se passe plus haut. Donc les salariés, ça se passe au niveau des branches, ça se passe au niveau de la loi. Donc forcément, les salariés en France ne sont pas syndiqués, ne vont pas dans les négociations sociales. Cette loi, c'est pour ça que la CFDT la porte, il faut quand même le rappeler, cette loi, ça permettrait aux salariés de négocier dans les entreprises. Alors, dernier thème d'actualité ce matin, c'est le soutien de Barack Obama affirmé à la campagne d'Hillary Clinton. Ça veut dire qu'il y a un risque Trump pour que le président américain, à ce stade, s'implique. André Quatennens ? Oui, alors de toute façon, il y a un risque ou une chance, Trump, ça dépend. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas pour ça que Obama s'engage. Obama s'engage derrière la candidate démocrate. Ce qui est intéressant, c'est que on va voir au fond qui va le moins repousser les électeurs, parce qu'au fond c'est ça, celui qui sera le moins impopulaire qui va gagner. Et la deuxième chose, c'est que... Vous les mettez en parallèle, Hillary Clinton et Donald Trump ? On sait que tous les deux... c'est pas la vision. C'est deux caricatures opposées, en fait. Ne font pas l'unanimité. Donc voilà, ils ont un petit peu de peine à convaincre une majorité. Donc ça va être le moins populaire qui va gagner. Et deuxième chose, ça va être quelle est la capacité de Mme Clinton d'un côté et de M. Trump de l'autre côté à faire venir voter tout un électorat qui d'habitude ne vote pas. Ce que Obama, précisément, a réussi à faire ces dernières années. Donc voilà. Alors, les Américains aiment bien les symboles. Alors là, ils ont deux symboles, soit la première femme présidente, soit Trump qui est le candidat, on va dire, de tous les possibles. Cette campagne, elle est très ouverte. Tout est possible. N'oubliez pas, on a sous-estimé effectivement Trump en ce qui concerne dès le début de sa campagne. Et aujourd'hui, on a tendance aussi à sous-estimer le fait qu'il peut gagner, il peut remporter l'élection.
Mais tout est possible dans beaucoup de pays. Regardez en Italie, sa mouvement 5 étoiles. Regardez en Espagne, Podemos. Et Trump aux États-Unis. Raphaël Ruffier-Fossoul, la une de Lyon-Capitale, c'est les défis de l'euro à Lyon, évidemment. Oui, pas seulement. On a aussi calculé que l'euro coûterait 4 milliards à la France au lieu des 1,5 milliard promis. Merci Raphaël d'avoir été notre invité ce matin. Merci André Quatennens également d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment lundi pour une nouvelle matinale d'info. Mais demain matin, vous aurez les meilleurs moments à partir de 8h sur Public Sénat des interviews politiques de la semaine. Merci à tous et à lundi matin.